Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. La semaine dernière, Julien Nil, l'auteur de Lou, n'avait pas mis l'habitant de l'infini dans son top 10 manga, alors nous nous devions de consacrer une émission à ce bijou signé Hiroaki Samura. Et je parle de bijou parce que là on est sur un niveau collier de perles sauvages, tu vois, un truc un peu cher. L'habitant de l'infini, c'est un manga de samouraï en 30 volumes qui a été lancé en 1994, Marty. La quête d'un samouraï immortel qui souhaite expier ses crimes. Et on s'est donc dit qu'on pourrait le relire aujourd'hui, 30 ans après, mais pourquoi ? Est-ce que ça a vieilli ou est-ce que, à l'image du personnage, c'est une lecture immortelle ? Puis une réédition, une invitation en France et donc un alignement parfait des étoiles. Julie, est-ce qu'il faut recommencer l'habitant de l'infini aujourd'hui ? Eh ben écoute, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, c'est pas évident. Il y a des thématiques qui sont quand même assez ardues, on va en parler tout à l'heure, mais oui, il faut le lire, il faut absolument le lire. Ok, Cagnard, toi donne-nous un argument pour convaincre tout le monde ? Je dirais l'intensité des combats. Alors, c'est peut-être pas ce qu'on remarque vraiment dès le début de la série, mais par contre, très vite, il commence à prendre une ampleur assez dantesque. Et bon, de toute façon, je vais en reparler tout à l'heure parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les combats, comme d'habitude. Donc on a l'intensité des combats et un titre difficile d'accès. Là, vous me mettez sur deux choses qui s'opposent, c'est pas mal. Vous allez voir ça dans cette émission. Et si on recommençait l'habitant de l'infini aujourd'hui, c'est la grande question de la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! La 5ème de couve, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter l'habitant de l'infini. Salut Julie, salut Cagnard, est-ce que l'immortalité, ça vous branche ? Oui. Non. On a eu ce débat au bureau. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs, lancez ce débat au bureau. Vous allez avoir des réponses très différentes en fonction des personnes. Moi, je faisais partie de l'équipe de non, on va finir par se faire chier à un moment. Immortel, non. Et ben, ça sera la question de cette émission aussi. Est-ce que vous, l'immortalité, ça vous branche ? N'hésitez pas à nous répondre. Dans cette émission, on va donc se demander si c'est vraiment le moment de lire et de relire l'habitant de l'infini. Je le disais dans l'intro, c'est donc un manga du génialissime Hiroaki Samura qui s'étale sur, à l'origine, 30 tomes, mais chez Saka Casterman, c'est dispo depuis cette année. Il y a une réédition qui fera à la fin 15 volumes. On passe donc de 30 à 15. Il s'agit donc de volumes double. C'est bon, ok. Bac mathématiques, bravo. Nouvelle trad, nouveau lettrage, nouvelle définition pour des planches et pour cette édition basée entièrement sur celle voulue par l'auteur et publiée au Japon il y a maintenant 7 ans. De quoi parle ce titre ? Qu'est-ce qu'il le traverse ? Qu'est-ce qu'on ressent à sa lecture ? On va tout vous dire sur l'habitant de l'infini qui sera également à l'honneur du Festival international de la BD d'Angoulême en janvier 2024, le FIBD. En fin d'émission, on parlera aussi de la suite de l'habitant de l'infini puisque c'est publié en France aussi depuis la rentrée également. Si vous nous découvrez, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga. Parfois nous proposons des émissions un peu rencontres et top 10 comme la semaine dernière avec Julien Nil. Parfois c'est de l'analyse comme il y a 3 semaines avec Pluto ou il y a 2 semaines avec Spy Family, et cette semaine on sera à moitié découverte, moitié analyse. Enfin, on essaie de trouver un juste milieu avec un peu d'actu, vous allez voir ça. Et si vous aimez ce qu'on fait, surtout abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux, comme ça chaque semaine, c'est comme un petit devoir à chaque fois que vous écoutez l'émission, passez faire un tour, puis allez sur notre bon vieux petit blog la 5ème de couve.fr. L'habitant de l'infini donc, si vous deviez donner un seul point fort sur ce manga, Cagnard, Julie, presque 30 ans après sa sortie, qu'est-ce que ça serait ? Moi, oui. Je donne mon avis en premier, comme ça après je vous laisse la parole. Je vais donner ce petit point d'analyse pour commencer. Je trouve que Samura ne prend pas de raccourcis. Non. Dans son récit, dans sa narration. Il emprunte presque à chaque fois les chemins les plus difficiles. Chaque fois, quand tu tournes une page, quand tu dis « Ah, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça. Si vraiment il était ouf, il pourrait faire ça. » Mais à chaque fois, c'est cette option-là qui prend celle qui est compliquée, celle qui est super difficile. Et du coup, c'est galère de deviner ce qui va advenir aux différents personnages. Et que l'habitant de l'infini, on est constamment surpris. On est un lecteur pas du tout dans des chaussons. Et c'est ça que j'apprécie comme qualité première, en tout cas, dans l'habitant de l'infini. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde après ça ? Parce que tu résumes quand même une œuvre qui est difficile
à résumer. Parce que tu sais jamais effectivement où il va t'emmener. Et moi, moi, je l'attribue presque à ces personnages en fait, parce qu'il y a une galerie de personnages, c'est une liste interminable, je pense, et ils sont tous incroyables et ils ont tous des convictions, ils ont tous des buts à atteindre, des motivations qui sont vraiment hyper variées, et c'est ça en fait qui fait que le scénario, il roule d'un côté ou de l'autre sans que tu saches vraiment à quoi t'attendre. Et ils ont tous des costumes incroyables, des armes improbables, mais qui sont uniques. Et en plus, ils t'expliquent comment elles fonctionnent. Enfin, c'est vraiment ouf quand même la façon dont il va mettre en scène tous ces combattants. Et moi, je trouve que son dernier point fort aussi, c'est que parmi tous ces personnages, c'est des antagonistes, mais cauchemardesques. Enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir croisé des personnages qui m'aient filé autant de cauchemars que Sheila. Enfin, c'est que ça soit donc Sheila, Habaki, le bourreau qui est dans la prison, d'autres. Ils ont tous une approche tellement, totale en fait. Enfin, ils sont extrêmes, et on peut pas imaginer quel genre de plan foireux ils vont avoir dans leur cerveau. Et c'est très très perturbant. Donc effectivement. Moi, je pense que son point fort, c'est vraiment ces personnages. Et tu parlais même de manga choral, tellement il y en a. Bah oui, parce que finalement, alors tous les résumés qu'on peut lire sont faits à partir du premier tome. Et évidemment, c'est Manji et Lin qui vont être mis en avant. Mais en fait, Anotsu, c'est un personnage. Maquillé, c'est aussi un personnage principal. Enfin, ils deviennent tous, au bout d'un moment, ils sont une dizaine à se partager l'affiche de cette espèce de saga. Et c'est hyper compliqué d'attribuer. Je pense que dans les fans de la série, c'est très très difficile de savoir qui préfère quel personnage, parce qu'en fonction des arcs, ça peut changer aussi. Il y a des alliances qui se créent, il y a des choses qui font que parfois, t'as envie de soutenir l'un plus que l'autre, et tu te dis, attends, mais lui, il est pas dans les méchants au départ. C'est un peu étrange, quoi. Et toi, Cagnard, si tu devais retenir qu'un seul point fort, alors on a toute une émission, donc on va en retenir plein d'autres, mais si tu devais en commencer par un, lequel ce serait ? Je dirais que Julie en a présenté 5, du coup je vais en présenter qu'un pour équilibrer, mais j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait. D'ailleurs, je trouve même que ça rebondit, ça rejoint ce que tu dis sur le fait qu'il ne prend jamais le chemin le plus simple. Effectivement, la narration n'est pas simple vu qu'il change la caméra change de protagoniste assez souvent. C'est vrai que ça aussi, c'est une manière de dire je vais pas le faire simplement. Après, si moi je devais choisir mon argument phare, on va dire, pour dire à quel point j'aime l'habitant de l'infini, c'est Manji, c'est l'anti-héros par excellence. Je veux dire, si tu prends Manji, c'est un connard. Et c'en est un vrai. Et vous connaissez mon amour. Oui, on peut parler d'amour. Sûrement pervers narcissique quelque part, tu vois, pour les connards. Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir un personnage comme ça. Je veux dire, Manji, il va aux prostituées, il a pas beaucoup de pitié, il a pas beaucoup de morale, mais il possède quand même son propre code de l'honneur. Et j'ai trouvé ça assez cool, la manière dont cet équilibre est fait, parce qu'il ne faut pas que tu détestes le personnage non plus, faut que tu t'y attaches. Et je trouve que Manji, c'est exactement un très bon exemple de ça. On va apprendre à s'attacher à lui, alors qu'on n'est même pas encore dans des phases de flashback où on comprend son histoire, on comprend d'où il vient. Non, c'est un héros qui a son code de morale et son code de valeur. Et en fait, c'est toi qui vas t'immiscer petit à petit dans sa logique et arriver au bout d'un moment dans la lecture, tu es plutôt d'accord avec ce que fait Manji. T'es plutôt d'accord, même si la forme est rarement bonne. C'est souvent le cas de ces personnages-là. Le fond est toujours justifié, on va dire. Donc moi, je vais vraiment garder Manji, l'anti-héros, comme point principal. Attends, on va en discuter. Bon, on va rediscuter de tout ça, parce que là, on a quand même tous les arguments pour ne pas conseiller de le lire presque. Attendez, c'est un manga difficile d'accès, c'est compliqué. Bon, alors les combats sont intenses, mais bon, on est avec un anti-héros connard. Mais il y a beaucoup de personnages à suivre. Alors, ils sont tous très bien faits, mais il faut se concentrer. Bon, on va faire le résumé en fait. Ouais, on va peut-être repartir du résumé. Non, parce que cette émission, on l'a dit autant aux gens qui ont lu L'Habitant de l'Infini il y a longtemps et qui se demandent si ça vaut le coup de le relire maintenant, qu'à ceux qui ne l'ont jamais lu et qui ont toujours entendu parler de ce titre, parce qu'il est là depuis longtemps en plus en France, et qui se sont dit tiens, un jour je le lirai peut-être.
Bah voilà, c'est peut-être l'occasion. Puis c'est peut-être le moment. Allez-y. C'est un peu l'idée de cette émission aussi, c'est que on sait qu'il vient à Angoulême, donc si on peut donner envie aux auditeurs de se rendre à Angoulême pour voir l'expo et compagnie, bah c'est la bonne occasion. De quoi parle l'habitant de l'infini? Nous sommes dans un Japon médiéval. Manji est un ronin solitaire, bien armé, une cicatrice sur l'œil droit, le genre de type qui te fait changer de trottoir en général. Mais c'est un homme rongé par la culpabilité, celle d'être responsable de la folie, puis de la mort de sa sœur. Il souhaite alors se racheter, mais ce n'est pas tout. Il possède en lui un parasite qui le guérit de toute blessure, le rendant quasiment... tout simplement immortel. Il part alors en quête de rédemption et de mortalité. Et pour ça, il lui faut Ossir 1000 scélérats. En chemin, il rencontre Lynn. Alors, c'est pas forcément en chemin, hein, évidemment, qu'il le rencontre. C'est une image, n'est-ce pas, Julie? Oui. C'est une jeune fille ayant assisté au massacre de sa famille par un groupe voulant unifier toutes les écoles de sabre du Japon. Et elle lui demande alors de l'aide pour accomplir sa propre vengeance. Une traque commence donc pour éliminer les membres du Ito-Ryu et en particulier son jeune leader, Anotsu. Cette école est particulière parce qu'elle n'a d'école que le titre. En effet, elle se contente essentiellement de rassembler les meilleurs combattants du Japon. Et bien entendu, le gouvernement ne restera pas à l'écart de cette lutte, opposant donc un immortel à une école surpuissante, menant des affrontements toujours plus violents, toujours plus frénétiques. Mais attention, si Manji est immortel, et ça on en parlera tout à l'heure je pense, il n'est pas invincible pour autant, et c'est ce qui rend donc ce manga d'autant plus intéressant. L'habitant de l'infini, c'est sorti dans quel contexte? En France ou au Japon, Julie? Ah ben, écoute, pour moi, je pense qu'on peut parler de manga culte parce que, comme tu disais tout à l'heure, il a commencé à être publié chez Afternoon, donc un grand magazine de la Kodansha, comme chacun sait, dès les années 1994. Et il a très vite été acheté, puis traduit et pour être vendu en France. Enfin, dès les années 94-95, quoi. Et c'est fou parce qu'il n'y avait aucune visibilité sur ce qu'allait devenir la série. C'était un auteur jeune, il avait une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il a 58 ans. Et donc, je vous laisse faire le calcul. Et je trouve que c'était incroyable d'avoir pris cette série et de se dire on va en faire quelque chose en France. En tout cas, à cette époque-là. Et pour ma part, je trouve que il y a vraiment une figure de pionnier pour la petite histoire. Donc, je ne sais pas si certains de nos auditeurs s'en souviennent, mais en fait, là, on en est à la 3e édition de l'Habitant de l'Infini. Parce qu'il y a eu une première édition qui allait jusqu'au tome 9, je crois, où c'était dans le sens de lecture occidentale, avec une traduction qui était faite à l'époque. Personnellement, je n'ai pas de souvenir de cette édition-là, sinon que les couvertures étaient très criardes, bleues et rouges, enfin bref. Et en 2004, donc Sakka, le label Sakka a été créé aux éditions Casterman, et ils ont donc édité la 2e édition de l'Habitant de l'Infini, celle que je sais pas, on connaît le mieux, donc celle qui a un format un peu plus grand, qui a de très belles couvertures, souvent colorées, chatoyantes, et pour moi, je veux dire, quand on a ce tome-là en face, on se rend compte. Enfin, ça résume tout à fait la série. Je veux dire, la série, elle est, à l'image de ses couvertures, vraiment flamboyante. Il y a des choses, tu dis, tu sais jamais trop où tu vas aller. Tu sais que ça parle de sabre, tu sais que ça va être découpé dans tous les sens. Mais le logo est hyper moderne, contrairement au logo japonais qui prend une écriture calligraphiée, très traditionnelle, etc. Et moi, pour ma part, j'ai un attachement énorme à cette édition-là, parce que j'étais stagiaire à ce moment-là et j'en ai relu plein des aventures de Manji et de Lynn. Et je peux pas... j'ai vraiment un super attachement à cette édition. Je sais pas comment on pourrait dire. C'est le format... Aujourd'hui, on pourrait presque dire une perfecte. Ouais, c'est clair. Et en fait... ils sont vraiment super beaux. Le dessin était alors bien mis en valeur, mais parce que par le format, mais c'était les techniques de l'époque, hein, donc les scans, tout ça n'était pas d'une qualité peut-être incroyable. Mais ils ont d'ailleurs là pour la nouvelle édition rescanné entièrement et nettoyé toutes les planches. C'est ça, c'est formidable. Mais franchement, je pense qu'au Japon aussi, il y a eu une espèce de choc
quand il a sorti L'Habitant de l'Infini, enfin on en reparlera un peu plus tard, mais par exemple des auteurs comme Kishimoto, ils ont vu L'Habitant de l'Infini paraître alors qu'ils commençaient à peine leur carrière et il a eu une espèce de coup de poing dans le bide. Il s'est dit merde, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Ce mec est en train de prendre tous les lauriers à ma place. Et il y a vraiment eu une espèce de réveil, de sursaut, parce que c'est aussi une époque, milieu des années 90, où il y a eu plusieurs séries de sabres, de mettant en scène comme ça des personnages, on va dire presque chevaleresques, quoi. Et donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser maintenant. Moi c'est tout pareil, j'adore cette édition parce que c'est la première que j'ai lue aussi et effectivement, et elle sent bon le vieux livre, la vieille série, et j'ai une espèce de Madeleine de Proust parfois limite par anticipation, parce que tu vois quand je les ai relus du coup en les relisant, j'avais vraiment ce côté, il y a plein d'erreurs dans cette édition, il y a énormément d'erreurs. Tu vois qu'il y a des dialogues qui sont pas dans les mêmes bonnes bulles, mais ils ne rentraient pas dans la bulle plus petite, donc t'as plein d'erreurs, t'as des traductions qui sont approximatives et tout. J'ai adoré ça. Ça m'a fait un voyage dans le temps mortel. Et vu qu'on est à l'heure et à l'époque où tout le monde devient un putain de spécialiste de la fabrication et des traductions et compagnie, et qu'on ils ont écouté notre émission. J'imagine. Franchement, tu sais quoi, ça m'a fait plaisir d'avoir un bouquin avec des failles en fait. Tout simplement, un bouquin avec des failles. Ça m'a rappelé cette bonne époque où effectivement c'était un peu le bordel, la traduction de manga, même l'édition de manga. Non mais en plus il est dur. Enfin, la langue utilisée dans L'Habitant de l'Infini est quand même très compliquée. Le langage est quand même assez élevé, mais du coup, j'ai pris un gros kiff à retomber dans ces trucs. Le manga avec des failles. Je peux pas le dire mieux, le manga avec des failles. Donc vraiment, si vous pouvez avoir cette édition qui en plus est en grand format, donc rend encore plus hommage au dessin de Samura, oui. Mais sinon, précipitez-vous sur la nouvelle. Les scans, surtout des premiers tomes, sont de meilleure qualité. Donc de base, les dessins sont de meilleure qualité dans la nouvelle édition. Oui, parce que là, ça fait 5 minutes qu'ils sont deux à vous vendre cette ancienne édition. C'est pour ça que il faut... Okay, on arrête commercialisation, donc vous pouvez plus la trouver. C'est pour ça que je disais, c'est sponsor. Mais bon, tout ça pour dire que c'est quand même une série qui est très... Sponsor magasin d'occasion. Ouais, c'est ça. Sponsor boulinier. Non, mais c'est très bien qu'il fasse une réédition, du coup, parce que justement, on va avoir des corrections, on va avoir des plus beaux dessins. Moi, je trouve que le choix d'avoir respecté le format japonais, donc des couvertures grises, mais avec à chaque fois le logo d'un personnage en couleur, c'est un super choix. Ils ont reproduit exactement l'édition japonaise pour le coup. Oui, non, mais elle est super bien cette édition. C'est juste qu'on préfère la vieille, c'est tout. Et non, mais c'est que nous on a la chance de la voir. Mais je pense qu'on se rend pas compte parce qu'en fait, il a quand même une aura particulière. Je parle de l'œuvre. Aux États-Unis, ça a été un énorme carton. Au Japon aussi. Il a fait des jeux vidéo. Il a fait des films, ça a été adapté par Takeshi Miike, je crois, et il a été présenté à Cannes. Enfin, un truc improbable. Enfin, pour un objet de pop culture, de pulp culture presque. C'est comme si, c'était du manga fait par Tarantino. Enfin, il y a un petit côté comme ça, hyper clin d'œil. Peut-être plus l'inverse. Oui, mais bon, voilà. Tu parlais de Kishimoto il y a quelques instants. Il faut dire que Samura et encore plus donc L'Habitant de l'Infini, c'est le manga des mangaka et le mangaka des mangaka. Complètement. Wow. Oui, évidemment. Parce que, avec Otomo, c'est un des noms qui est cité quasi tout le temps. Mais c'est clairement ça. Et combien d'auteurs, à commencer par Kishimoto, citent comme influence Samura et L'Habitant de l'Infini. Oui. Beaucoup. C'est exactement ça. Il a vraiment influencé énormément d'auteurs. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un voyage au cœur de votre propre mangatech. C'est-à-dire qu'en relisant L'Habitant de l'Infini, ça m'a vraiment sauté à la gueule le nombre de mangas plus récents, on va dire, qui se sont inspirés de L'Habitant de l'Infini ou qui lui ont... rendu hommage, on va dire, parce que je pense pas qu'on puisse dire pomper dans ce cas-là, mais plus rendre hommage. Déjà, tu as de base, moi, il y a un manga que j'adore, un shonen qui s'appelle Samurai Deeper Kyo, manga qui est un petit peu ancien maintenant, mais tu vois, déjà, je peux pas. Maintenant, c'est fini. Samurai Deeper Kyo a forcément été influencé par L'Habitant de l'Infini. Oui. Il a été fait 5 ans plus tard. Oui. 5 ans plus tard, mais ça ressemble limite à L'Habitant de l'Infini version kids, tu vois, en version shonen plutôt qu'en kids. Déjà, t'as ce duo
où tu vois dans le manga Kyo, t'as Kyo et Yuya qui vont aller sur les routes pour essayer de retrouver l'assassin du frère de Yuya, pitch légèrement semblable. Et dans la vague shonen, t'as aussi Kenshin le vagabond, mais ce qui pour le coup contemporain. Non, c'est plus complètement. Ils sont sortis la même année, Ouais. 94. Exact. Mais ça m'a évidemment fait penser à Kenshin aussi. Et en même temps, quand j'y réfléchis, même hors des mangas de samouraï, tu vois, Seven Deadly Sins, tu prends le personnage de Ban, je vois du Ban dans sa manière de combattre, c'est-à-dire un immortel qui donc peut assumer les coups qu'il va prendre et continuer de se battre. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que Ban est forcément un peu influencé par Manji, c'est sûr. Et même si on va encore plus récemment, Undead, dans Undead Unluck, c'est aussi ça. C'est pas juste le fait d'être immortel, c'est de se servir de cette immortalité pour améliorer tes compétences de combat. Et du coup, j'ai vu des références un petit peu partout. Et il y a un des personnages, un des antagonistes que j'adore dans l'Habitant de l'Infini, c'est Shira. Oh là là. Et là, honnêtement, si tu vois pas le rapprochement avec Kenpaichi de Bleach, c'est que tu fais exprès. Oh non, mais tu peux pas faire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Tu fais exprès, Julie. Tu fais exprès, j'ai le droit de dire tout ce que je veux. Oui, Maxime, il l'a dit. Non, mais c'est vrai. Et ma maman aussi. Mais tu vois, Kenpaichi, son sabre qui ne peut pas être un Benkai et qui est tout fissuré de partout, c'est le même sabre. C'est exactement le même sabre qu'ils ont. Oui, le sabre dentelé. Mais en tout cas, Shira, il a vraiment le même même c'est un sabre. psychopathe, quoi. Et au-delà du sabre, de toute façon, si tu englobes Bleach est un manga de samouraï. C'est un urban manga de samouraï, mais c'est un manga de samouraï. Donc tout Bleach est inspiré par l'Habitant de l'Infini. Et de toute façon, tu vois bien que le comportement de Kenpaichi, cette espèce d'envie de boulimie, de combat et d'affrontement, mais c'est la même, ça vient de Shira, ça vient de et du coup, en le relisant, là, ça m'a vraiment sauté à la gueule. Genre, c'est les mêmes persos, ils ont pas du tout la même coupe de cheveux, mais ils ont la même arme et quand même la même furieuse envie d'en découdre et d'affronter la personne la plus forte. Et pour boucler la boucle, est-ce que dans Naruto, avec Kishimoto, on retrouve de l'Habitant de l'Infini ? Et oui, même dans Naruto, on peut trouver de l'Habitant de l'Infini. De toute façon, on sait que Kishimoto est fan de l'auteur. Et a priori, Iruka et Kakashi, ils ont été inspirés par Manji et Taito Magatsu. Donc là, il y a carrément des liens directs entre les personnages. Kishimoto, oui, il a déclaré clairement que Samura, c'était son auteur préféré. Donc il n'y a pas trop d'équivoque, il n'y a pas trop à se poser de questions. C'est Fujimoto aussi, lors de sa rencontre avec Samura, qui a dit Monsieur Samura, déjà, tu sais, il y avait une espèce de respect et tout. Et lors de sa rencontre, il a dit non mais Monsieur Samura, vous êtes une légende pour moi. Depuis que je sais que notre rencontre est prévue, j'en ai même déjà rêvé plusieurs fois. Ah oui. C'est-à-dire que ça le stressait, ça l'oppressait tellement, ça créait quelque chose de tellement fort chez lui. Donc, et on parle du Fujimoto qui avait fait seulement Fire Punch à ce moment-là, qui était naissant sur Chainsaw Man à peu près. Ouais. Et donc ça le stressait tellement que ça lui a occupé ses nuits. Tu sais, en général, quand tu rêves de quelque chose qui va t'arriver, c'est que ça te... Oui, ça te préoccupe, quoi. Ça te stresse, que ça te préoccupe, quoi. Donc c'est drôle, voilà, d'en arriver à J'aurais bien aimé qu'il précise de quoi il a rêvé, parce que c'était peut-être un rêve agréable après, tu vois. Ou un rêve où il se retrouvait tout nu devant lui, genre oh, désolé. Mais tu sais, il y a des interviews croisées donc avec Kishimoto et Samura, une avec Fujimoto et Samura, et à un moment donné, il lui parle de sa maison. Ah, c'est quand même vachement grand chez vous. Et tout. Il y a une espèce de truc comme ça, assez improbable avec Samura qui fait non, mais moi je suis personne, vous inquiétez pas. Aussi, vous êtes quand même sûr, Samura. Voilà. Samura qui est fan de plein de gens, lui. En revanche, il est fan de Yasuhiko, l'auteur de Arion, qui vient de sortir chez Naban, enfin qui est sorti cette année chez Naban, de Rumiko Takahashi, de Tezuka, ça c'est classique, de Otomo, ça c'est classique évidemment, de Yukinobu Oshino aussi, qui a fait 2001 Night Stories ou Blue Hole, gros fan du magazine Garo. J'en profite pour dire qu'il y a d'ailleurs un très bel ouvrage qui sort sur le magazine Garo pour ceux que ça intéresse aux éditions Yamashō. Il est fan aussi de Fumiko Takano. Auteur de Miss Rookie, c'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus obscur. Il y a Miss Rookie qui est sorti cette année au Lézard Noir, si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, ça c'était pour boucler la boucle sur Samura et le fait que autant
autant de mangaka sont fans de lui, c'est qu'il y a bien une raison. Et si autant de mangaka lisent l'habitant de l'infini, c'est qu'il y a bien d'autres raisons qui peuvent éventuellement vous pousser à lire ce titre, qui est donc, tu le disais dans l'intro, pas forcément facile d'accès, Julie. Oui, parce que en fait, quand on a eu l'annonce que l'habitant de l'infini allait être réédité, bon déjà c'était quand même une très bonne nouvelle, mais je me suis dit, waouh, c'est pas évident parce que tout de même, c'est une thématique, donc c'est un manga historique, même s'il y a du fantastique dedans. C'est quand même très difficile de... Enfin, comment dire c'est un manga historique vraiment fidèle à l'époque qu'il veut décrire. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, il est très conscient. Je pense que... alors, je ne sais pas pourquoi, les gens pensent que l'intrigue commence en 1771. Je n'ai pas trouvé... l'info dans les livres, mais je crois que c'est même pas daté du tout dans les livres. Non, mais par contre, à partir du tome 20, il parle du Tokugawa Ienari, donc qui lui a existé, et il a régné en 1787, enfin en tout cas à partir de 1787. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'ils ont déduit. Oui, voilà. Donc bon, tout ça pour dire que le cadre est quand même s'il est flou, il existe et il en est très conscient. Après, la deuxième chose qui saute aux yeux quand on lit L'habitant de l'infini, c'est quand même la violence et l'ultra-violence en fait. Parce que c'est des gens qui combattent tout le temps. Ils baignent dans le sang à longueur de temps. Et je pense que c'est vraiment... comment dire, ce qui avait choqué à l'époque, c'est la façon dont il avait réussi à retranscrire ce mode de vie qui était devenu improbable, complètement impensable pour des Japonais modernes, de vivre tout le temps de violence, de vivre par le sabre, et il en a fait des personnages, en plus extrêmes. C'est-à-dire que clairement, c'est pas un livre qui s'adresse à tout le monde. Il y a des séances de torture, il y a des séances de viol, des choses qui sont très dures. Alors je dis pas que c'est vulgaire ou c'est dessiné de façon atroce. Au contraire, c'est intelligent. Il sait où poser la caméra, comment faire pour montrer le tragique même. C'est même pas dramatique, c'est encore au-delà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut heurter certaines sensibilités et ça, on en devient de plus en plus conscient. Donc c'est aussi c'est pas une lecture promenade de santé, quoi. Non, c'est plutôt une lecture dramatique. Ouais, complètement. Et encore une fois, on revient à ce scénario qui est tortueux. Enfin, je veux dire, il faut s'accrocher. Parce que tu te dis, effectivement, il ne prend pas de raccourci. Si la balade, elle doit faire 15 jours, il faut qu'elle fasse 15 jours. Enfin, il n'y a pas d'autres moyens de locomotion que d'aller à pied ou dans des chaises à porteurs. Et on se farcit le trajet en chaises à porteurs. Enfin, c'est comme ça que je peux vous le retransmettre. Mais en gros, pour moi, il y a ce scénario qui est limite organique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme pour aller plus vite, il y a évidemment des retours sur certaines histoires, des flashbacks, etc. Mais franchement, on suit les aspirations des personnages, leur revirement. S'ils changent d'avis, le scénario, il fait un détour. Ok, c'est comme ça. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que il faut s'accrocher à cette lecture. Et pourtant, il a tellement de qualité, quoi. C'est un putain de page-turner, malgré ce scénario organique, tortueux, et t'as raison de le souligner, parce que t'as l'impression que le scénario avance au gré des personnages, mais mine de rien, c'est vraiment c'est un page-turner, quoi. T'as beau suivre les errances, on va dire, des personnages, mais toi, tu n'es pas du tout en train de errer. Toi, tu avances dans l'histoire, et le pire, c'est que t'as l'impression que tout est contrôlé, tu vois, qu'il sait exactement ce qu'il fait, et je pense qu'il... Tu penses que c'est contrôlé? Oui, complètement. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je vois bien des arcs qui se sont rajoutés au milieu où vraiment il s'est dit j'ai envie de me concentrer sur ce perso. Vas-y, je vais avancer sur ce perso. Je suis pas sûre. Ouais, mais tout en l'ayant en tête, en disant si un jour j'ai l'occasion, je le ferai. Je peux le réimbriquer aussi dans mon histoire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'y a pas de trame classique dans l'habitant de l'infini. En revanche, si en tant que lecteur, tu arrives à passer toutes ces épreuves. Parce que finalement, c'est presque des épreuves, là, tout ce dont tu parles. Tu seras contaminé. T'as un parasite en toi qui te rendra un lecteur immortel. Ouais. En fait, pour revenir à ce que je disais au tout début, je pense que la grande force de ce titre, c'est qu'il n'y a rien qui est noir et blanc. Et d'ailleurs, dans sa facture,
C'est très rare qu'il utilise le noir et blanc. Il y a du gris partout, il y a des nuances de gris. Je trouve que les personnages sont extrêmement nuancés. Je fais référence à cette interview croisée avec Kishimoto où ils disent tous les deux, ouais, on a un seul défaut. On n'aime pas faire des méchants complètement méchants. Donc forcément, il y a toujours une histoire derrière qui va expliquer... Ce qui est loin d'être un défaut pour moi. Il le présente comme ça, écoute. Mais je trouve que c'est vrai que du coup, les intrigues sont complexes. Ils n'ont jamais une seule raison de faire ce qu'ils veulent. Il y a des motivations qui tombent un peu du ciel, mais qui sont en fait comme des humains. Des fois, on a des envies, on a des pulsions, on a des choses comme ça qui nous arrivent. Et les personnages, ils répondent de façon crédible, quand bien même le manga est incroyablement fantastique et part dans tous les sens. Mais je trouve que la complexité des intrigues, elle est aussi portée parce que, comme il y a un cadre historique finalement que tu ne vois pas mais qui est solide, il y a une dimension politique et qui est vraiment intéressante à attraper dans cette série. Je veux dire, le Itoryu, c'est des punks. Enfin, ils veulent vraiment vivre leur vie au jour le jour. Ils ont une idée en tête, c'est rendre les guerriers, la gloire aux guerriers, vraiment, et au combat pur et dur. Et ils veulent pas de la Pax Tokugawa parce qu'ils trouvent que les samouraïs ils ont autre chose à faire qu'apprendre des poèmes, et ils veulent vraiment revenir sur le devant de la scène en disant ok, ce qu'il faut c'est maintenir la martialité et être dans quelque chose d'implacable. Et moi j'aime beaucoup ce côté, en fait plus ça va, et ils sont tellement extrêmes qu'ils vont devenir des espèces de contestataires, des gens qui vont être vraiment mis au banc de la société, et on va voir comment ils essayent de survivre dans cet état-là. Il y a cette question qui revient souvent de vraiment qu'est-ce que tu fais d'un guerrier une fois que la guerre est finie. Qu'est-ce que tu fais d'eux du coup c'est toute la question en fait qui est posée déjà dès le départ par Manji. Et en fait, j'y reviendrai un peu plus tard, mais je pense que c'est ça qui a beaucoup marqué en fait aussi quand c'est sorti, parce que il y avait cette image du samouraï, on savait comment ils avaient fini, les années 70, il y avait des auteurs très prolixes qui avaient produit plein de romans historiques qui ont ensuite beaucoup alimenté le cinéma, les séries télé et les mangas. Et en fait, là, il s'en est emparé et il l'a rendu encore plus populaire en le transformant en manga, tu vois. Mais et c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu seras contaminé ? Tu ouvres les yeux et tu regardes, et là tu peux prendre que des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est terrible, quoi. T'as le virilisme avec le Itoryu notamment, et derrière t'as des personnages féminins aussi qui sont importants. Alors, moi je pense que effectivement les personnages féminins sont assez uniques dans L'Habitant de l'Infini, parce que sans femmes, en fait, il y a rien qui se passe. Déjà. Ouais, c'est vrai ça. Non, mais il n'y aura aucun problème. Justement, Lynn, elle apporte beaucoup de problèmes. Parce que c'est elle qui vient chercher Manji, qui lui dit j'ai besoin de quelqu'un pour tuer des connards. Et en fait, lui, il lui dit ok. Enfin, il se laisse convaincre parce qu'il pense à sa propre tragédie. Oui, lui, il doit tuer des scélérats. Oui. Sauf que il veut tuer 1000 scélérats. Il pense que ça va le délivrer de sa peine, de son, comment on dit, de son calvaire, de sa malédiction. Oui, de sa malédiction quelque part. De son immortalité. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément, enfin pas énormément, mais en proportion, je trouve que les personnages féminins sont importants. Il y en a quand même presque une dizaine qu'on peut citer, et elles sont toutes plus fortes. Enfin, Maquillée, c'est sans doute la plus forte de Itoryu. Hyakurin, on peut pas dire qu'elle soit nulle, même s'il lui arrive des choses atroces. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui est compliqué dans cette série, c'est que ce qu'on voit, donc il y a un seul personnage qui est extrêmement misogyne, c'est Sheila. Il y a de la piétaille. Il y a de la piétaille qui est atroce aussi, et ils se font dézinguer, mais en même pas 2 pages, quoi. Ils dégagent de l'histoire tellement les autres sont furax. Et il y a un moment, enfin, à la fin de la série, je vois les dames, je sais pas, 27 ou quelque chose comme ça, genre Sheila, il se fout de la gueule de Magatsu et de Manji en disant ouais, vous seriez immortels, vous pourriez emmerder les filles comme moi, et les autres, ça les fait vriller, quoi. Ils disent non mais ça va pas, tu touches pas aux femmes, enfin tu fais pas ce que tu fais, parce que Sheila, c'est un sociopathe qui prend son plaisir
à torturer des femmes, des jeunes prostituées, etc. Donc, et c'est même assez marrant la manière dont il exprime ça. C'est vraiment genre, mais pas vous. En fait, vous le faites pas vous. Oui. Bah non, non, torturer des femmes, non, pas spécialement. Non, en fait, et je pense que ça soit Anotsu qui est quand même l'antagoniste principal de Lin, que ça soit Magatsu Taito, que ça soit même Habaki, ils sont pas misogynes. Manji non plus. Il aime se montrer comme un rustre, mais il ne l'est pas. Il protège les gens qu'ils ont envie de protéger et surtout, ils prennent en compte le bien-être de leur sœur, de leur femme, de leur fille, etc. Enfin bon, Habaki, c'est un peu plus compliqué. Cagnard, au lieu de troller Julie depuis tout à l'heure, est-ce que toi, tu as aussi un argument pour démontrer cette addiction qu'on peut avoir quand on commence et quand on se laisse happer par l'habitant de l'infini ? Bah, déjà dans un premier temps, je vais juste préciser, c'est pas si dur que ça. Ça reste un livre, il n'y a pas de code secret pour l'ouvrir. C'est pas un récit labyrinthique ou quoi que ce soit, ça va, c'est un livre normal. Vous pouvez le prendre de manière normale. Moi je vais revenir effectivement sur ce que j'avais dit en intro, l'intensité des combats et surtout, attention, les 5 premiers tomes de la série, en fait, je les prends un peu comme une bande-annonce de ce qui arrive ensuite. Donc les combats au début, j'étais moyen, ok, c'est beau, c'est vraiment beau, mais j'étais pas passionné dedans. Par contre, très vite, effectivement, ils deviennent dantesques et je me suis rendu compte que hyper rapidement, en fait, je pourrais mettre ces combats dans... Tu sais, si on refait une émission top 10 des meilleures scènes de baston, je mets l'affrontement Shira contre Manji. En fait, je mets quasiment tous les affrontements de Shira, je pense. Oh mon Dieu. Mais le découpage, c'est marrant parce qu'en fait, dans les 5 premiers tomes, ce qui est assez bizarre, c'est que pour des combats, il va plutôt faire des illustrations. Et moi, c'est ce qui m'a perturbé un peu au début parce que je trouvais ça un peu trop figé pour montrer quelque chose aussi en mouvement que des combats au sabre. Sauf que très rapidement, derrière, en fait, il va commencer à les allonger, les mangas, et à vraiment les découper. Et à partir de ce moment-là, tu comprends chaque coup. Et ça devient génial parce que c'est des cases de film. Je peux pas le dire différemment. C'est chorégraphié, c'est beau. L'intensité des coups, tu la ressens vraiment, et surtout, il n'y a pas de perte d'efficacité. C'est-à-dire qu'à n'importe quel dessin, il va ajouter le même niveau de détail. Et en fait, moi, sur les scènes de combat, je m'intéresse souvent au visage des personnages parce que c'est pas ce qu'on voit le mieux. Et souvent, c'est mis en second plan. Et là, le gars est imbattable. Même au second plan, tu vas avoir les détails des visages, les personnages, les coupes de cheveux, les yeux, les sourcils. Et je trouve que, en fait, vu le nombre de gens qui adorent les mangas de baston, comment ça se fait qu'on parle pas de l'habitant de l'infini, en fait ? Ça fait sûrement partie... Si vous parlez de Vagabond, des combats de Vagabond, vous devez parler des combats de l'habitant de l'infini. Parce que pour moi, et ça m'arrache le cœur de le dire, mais il est au niveau d'Inoue. Il est au niveau d'Inoue sur le découpage. D'ailleurs, est-ce que Inoue cite Samoura ? Il y a moyen qu'ils s'autocitent l'un et l'autre. Est-ce qu'ils n'étaient pas assistants à un moment, tous les deux ? Non, non, je ne crois pas. Alors là, on part dans des, choses qu'on n'a pas du tout préparées. Ouais. Miyamoto Musashi est cité dans l'habitant de l'infini. Parce que justement, parce que dans l'histoire de l'habitant de l'infini, il a déjà publié ses écrits et les guerriers sont en train de les lire, de les étudier, etc. Oui. Et non, ça c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup effectivement cette idée qu'il a de mettre en scène des gens, mais qui sont torturés entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire que non seulement c'est des personnages, ils sont élevés dans le code de l'honneur, c'est des samouraïs, enfin pour la plupart, parce qu'il y a aussi tout le pan vraiment historique qui est très très riche et qui est très bien documenté. Donc vous n'avez pas que des samouraïs. Et il y a des samouraïs qui doivent obéir aux lois, au code de leur caste, de leur code d'honneur, des choses qu'on leur a inculquées depuis qu'ils sont gamins. Et en fait, leur vraie nature, c'est qu'ils kiffent le combat. Ils veulent tuer des gens. Et c'est ça qui les fait vivre. Ils adorent se mesurer aussi. Ils adorent se mesurer. Et surtout, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Enfin, c'est ça qui est vraiment très difficile pour nous, des fois, de comprendre à quel point cette violence, tout en étant
Oni, parce que c'est vraiment affreux. Il y a des fois en parallèle les gens ordinaires, les gens du peuple qui passent à proximité des scènes de combat, etc. Tu vois les conséquences. Et tu dis waouh. Et à côté de ça, des personnes lambda. Voilà, quoi. c'est normal que les guerriers ils se foutent sur la gueule. C'est normal qu'ils perdent une jambe. C'est normal qu'il y ait des choses, des espèces d'explosions de sang comme ça qui arrivent. Effectivement, là-dessus, il est hyper réaliste parce que tu pourrais te dire combat au sabre, vas-y, ils vont faire chling 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 pendant 15 pages, ça va être chiant. Mais non, un coup porté, c'est un coup qui saigne, c'est un coup de sabre de toute façon. Et du coup, en ça augmente l'intensité des combats. Et même si tu vois, sur l'intensité dramatique, vraiment la dramaturgie du combat, j'étais pas vraiment, tu vois, pris à 100%, mais rien que ce découpage m'a fait me rendre compte. C'est un combat important. Ça, c'est un combat important. Et après, je suis passé au suivant et je fais ça, c'est un combat important. Attends, en fait, ils sont tous importants parce qu'ils sont tous dessinés d'une manière aussi magnifique, quoi. Mais c'est aussi pour ça que je disais qu'à un moment donné, il donne l'air de ne rien laisser au hasard. Ouais, vraiment, je pense. Et surtout, tous les combats, tu peux mourir. Oui. Enfin, à part Manji, effectivement. Ouais, on en reviendra après, hein, parce que bon, c'est compliqué. Alors, dans pas longtemps, parce qu'il nous reste que 20 minutes d'émission. Non, c'est pas vrai. Au secours. Pardon. Mais c'est aussi un manga qui joue beaucoup sur les représentations. Oui, comme je disais à l'instant, c'est que voilà, pour moi, je pense que ce qui a créé un choc, une onde de choc, c'est que son samouraï, il est paradoxal. Il y a ce code de l'honneur qui doit absolument préserver les apparences, et donc vous avez des personnages qui jouent sur ça, notamment Habaki, mais du coup, lui, il pousse le curseur à l'extrême, et au bout d'un moment, il sort du cadre aussi, il devient un criminel. Et à la base, Manji n'est pas un criminel. Il a tué 100 personnes parce qu'il s'est rendu compte que son seigneur était un pourri. Il a vraiment obéi à son éthique, à juste ce qu'il pensait être juste. Et après coup, il est devenu immortel et après, tout le monde vient le faire chier parce qu'ils veulent tous tester son immortalité. Mais bon, moi, à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est possible vraiment que ces gens-là aient été mus par cette espèce de rage de vaincre, mais qui confine à la bestialité. Ils deviennent des animaux. C'est incroyable d'avoir poussé les choses aussi loin. Et c'est ça qui rend ce manga aussi si unique. Ouais, complètement. Parce que à la fois, effectivement, ils sont dans cette espèce d'énergie, du désespoir de survivre à tout prix. Et pour prendre ne serait-ce que le Itoryu, ils sont portés par une idéologie. Ils veulent que politiquement, leur statut change, que les samouraïs soient reconnus, que la violence soit à nouveau admise dans cette société qui est devenue trop aseptisée pour eux. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on est devenu ? Enfin, on n'a plus de sens, on n'a plus de... Ils sont contre le wokisme. Pardon, je ne pouvais pas m'empêcher de la faire. C'est vrai qu'ils seraient contre le wokisme. Aujourd'hui, ils seraient contre. C'est non, n'importe quoi. T'as raison. Mais ils sont... Enfin, moi, j'aime beaucoup cette façon qu'il a aussi. Donc, du coup, d'avoir mis en lumière toute la marge. Parce que y a des voleurs, il y a des prostituées, il y a des gens qui sont pas mis en avant dans les récits historiques. C'est pas des daimyo, c'est pas des seigneurs, c'est vraiment les gens du peuple. Et en plus, des gens du peuple qui sont des parias, qui sont devenus des criminels, qui ont fait vraiment de mauvaises actions ou bien qui ont été amenés à faire des choses qui sont répréhensibles et qui doivent se cacher, quoi. Mais ça fait, ça fait qu'il représente aussi toutes les castes sociales possibles et imaginables. Ouais, alors moi je reviens sur mes petites marottes, mais moi je suis fascinée par la façon dont il a dépeint cette époque, parce que c'est pas seulement, il fait attention au cadre, il y a des intérieurs, on voit comment les gens vivent, comment ils se vêtissent, comment ils peuvent pas gagner leur vie autrement qu'en tuant des gens ou qu'en devenant gardien d'un des bordels. Enfin, il y a une espèce de sordide qui était le quotidien de millions de gens à cette époque-là. Mais en même temps, ça ne l'a pas empêché d'y mettre un peu de modernité, d'y apporter quelque chose. Enfin, on reste dans un manga quand même. Encore une fois, effectivement, la représentation était... vraiment, enfin, c'était intéressant parce qu'en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mixé beaucoup de choses que nous, on connaît. Donc, le punk, l'esprit contestataire, tout ce qui est l'argot. En fait, c'est ça le gros problème de cette série, c'est qu'il mélange à la fois des poèmes, des choses très de l'époque Edo, mais
qui avec de l'argot, des choses complètement modernes et c'est l'anachronisme complètement. Et moi, je trouve que c'est important de voir que c'est cette espèce de mixture qui a bien pris de mélanger des choses qui ont vraiment eu lieu. Donc, si on reprend les années 1780, 1770, tout ça, il y a eu des grandes choses qui sont passées. Parce qu'on a l'impression que l'ère Edo, c'est une espèce de bloc. Mais en fait, ça a duré 265 ans. Donc forcément, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu des arcs scénaristiques. Exactement. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il joue avec cette idée qu'il faut essayer de s'abstraire du poids des castes sociales, de la hiérarchie hyper verticale, d'obéir à un seigneur, etc. Enfin, en tout cas, qui que tu sois d'ailleurs, hein, parce que tant que t'es pas hors de la société comme les parias, si t'es paysan, t'obéis à ton seigneur. Hein, c'est comme ça, c'est point barre. Et tu nais comme ça, tu agis comme ça. Voilà, exactement. Et je trouve qu'il a vraiment intégré plein de choses qui étaient propres à cette culture Edo, que ce soit la crise économique qui avait mené des millions enfin pas des millions, mais en tout cas toute une caste de samouraïs à la ruine. Parce qu'ils ont été obligés de changer de vie, de mentalité de façon assez brutale. Mais il y a également les grands mouvements de population, parce que c'est l'époque où toute la vie urbaine, parce que ville urbaine, va se développer, et il est vraiment dans cette enfin, il y a une espèce de plaisir à décrire toute cette vie fourmillante autour de personnages qui passent leur temps à se foutre sur la gueule, quoi. Et c'est un truc qui t'a bluffé, ça, Cagnard, quand même, au début, quand tu t'es remis dans le manga quelques années après. Complètement, parce que comme je l'ai dit, les 5 premiers tomes sont assez étonnants à ce niveau-là, parce que je trouve que les combats ne sont pas si intéressants que ça, et l'histoire est somme toute classique sur les 5 premiers tomes, vu que voilà, ils vont se mettre sur les routes et rencontrer quelques ennemis, mais au final, très rapidement, le manga il se transforme quasiment en documentaire sociétal sur les mœurs du Japon féodal. Et le pire, c'est que moi qui suis venu pour un manga de combat, ça me passionne. Comment fonctionnent les dojos véritablement, les écoles, comment traverser une douane. Alors quand je dis comment traverser une douane, je me réfère à une partie très précise du manga, et c'est une partie qui est passionnante. Alors que dans ma tête, jamais je me suis posé la question de est-ce qu'il y avait des douanes à l'époque d'Edo, tu vois. Ce passage-là, à la douane, il y a un interrogatoire et tout. Putain, c'est hyper intense. Et là, on n'est plus du tout dans le manga de samouraï. Là, on est vraiment dans les conditions de l'époque, comment on vivait à l'époque et comment faire quand tu devenais un vagabond, quand tu devenais un fugitif à l'époque. Et je trouve que c'est passionnant parce que en faisant ça, il m'a un peu perdu, et j'adore qu'on me perde, parce que d'un coup d'un seul, bam, Shira arrive, gros combat, ça y est, t'avais oublié. Et je dis, c'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Et surtout, ces 5 premiers tomes, tu les passes seulement à partir du tome 3 de la nouvelle édition. C'est vrai. Qui sera disponible en début 2024 au Festival d'Angoulême, pour la venue de Monsieur Samura au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. C'est la première fois qu'il sort. Alors, je sais pas s'il a passé des vacances hors du Japon, mais je crois que non. Ce serait la première fois qu'il sort du Japon. Wow. Ah. C'est ça, Coco. Attends, d'après nos informations, d'après nos sources, lui et son tonto ont fait leur passeport spécialement pour venir au mois de janvier. Il faut qu'on les accueille dignement. Non mais c'est un truc de malade quand même, tu te dis. Attends, ce génie, cet auteur, n'est jamais sorti du Japon. Il passe son temps à travailler, à dessiner. Et alors là, il est invité au FIBD. Tout le monde fait tout ce qu'il faut pour qu'il vienne. Lui, il fait OK, avec mon tonto, on va aller faire notre passeport. C'est la première fois que j'ai un passeport de ma vie. Non, mais c'est énorme. Et alors, les rencontres vont être rares. Hein. Évidemment. Vous allez être très nombreux à vouloir le rencontrer. Il y aura 2 séances de dédicaces. Seulement 2. Oula, ça correspond à un battle royale, ça. Ouais, c'est clair. Ce serait très drôle qu'ils fassent ce battle. Bref, ne leur donnons pas trop d'idées. Il y aura une masterclass qui, elle, sera, j'imagine, bien exceptionnelle. Il y aura une exposition qui sera exclusivement dédiée à l'habitant de l'infini. Donc c'est pas une expo Samura, c'est vraiment une expo l'habitant de l'infini avec 140 originaux. Oh my god. Ça va être magnifique. Ouais.
Des originaux, ça c'est vraiment important. Dont le dessin qu'il a fait en hommage à Naruto et le dessin que Kishimoto a fait en hommage à l'habitant de l'infini. Voilà, ça c'est classe. Une exposition donc voilà qui va être pour celles et ceux qui ont pu aller à l'expo Junji Ito l'an dernier au même festival. Elle sera immersive à peu près de la même manière, avec une ambiance sonore, des ambiances aussi visuelles. Donc ça a l'air assez. Le sonore me fait un peu peur. Sans ces boyaux. C'est ça, exactement. Comment on fait le bruit des boyaux déjà ? Pas de catalogue d'expo malheureusement, mais voilà, il y aura les 3 tomes donc de la réédition et du spin-off qui seront à Angoulême. Ce sera sur le stand Casterman évidemment, puis il y a un petit stand Saka aussi dans l'espace Manga City. Pour ceux qui sont déjà allés au festival. Et de ce qu'on sait, d'après nos sources, il s'agit de quelqu'un de très humble. Bien ça, on l'a vu dans les différentes interviews. Et qui en fait, il se trouve être super impressionné d'être invité là au FIBD, comme ça, de devoir faire l'affiche et ainsi de suite, et d'être invité au même plan que Moto Hagio. Eh ben oui. C'est genre... quoi Moto Hagio et moi en même temps. Non mais elle d'abord, pas moi. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc il a du mal à prendre conscience de l'impact de l'habitant de l'infini sur les mangakas, sur les auteurs français, sur les Français tout court, alors qu'il y a des hommages partout. Voilà. De toute façon, tout le programme du FIBD consacré au manga, on vous l'a fait dans le supplément qui est dans l'émission juste d'avant. Voilà, vous remontez l'émission d'avant, le supplément spécial Angoulême qui était avant cette émission. Et pour revenir sur l'habitant de l'infini, l'œuvre en elle-même, il y a une chose qu'on n'a pas trop dit encore dans cette émission, c'est que c'est un vrai samouraï. C'est un immortel, mais Manji, le héros de cette histoire, c'est un vrai samouraï. C'est le samouraï, non ? De quoi on parle ? C'est l'une des représentations les plus iconiques du samouraï, j'ai l'impression. Enfin, j'avais envie d'appeler cette partie Manji, le samouraï ultime. Alors déjà, je vais revenir sur la signification de Manji, et je trouve qu'elle est assez intéressante. Tu vois, Manji, ça signifie une étape. Et ça, je le corrèle beaucoup au voyage que Lin va faire, mais aussi, ça désigne un siège surélevé, un trône. Quoi ? Donc, le samouraï ultime. Ah bon ? Ah, c'est les traductions que j'ai trouvées. C'était pas une traduction Google, c'était une vraie traduction. Mais tu vois, quand j'ai vu ce truc de le siège surélevé, le trône, tout de suite je me suis dit ouais, mais en même temps quand je pense à un manga de samouraï, c'est automatiquement la tête de Manji en fait qui m'apparaît. Je pense qu'on est sur un personnage qui a énormément inspiré les futures figures du manga shonen seinen, et d'autant plus à celle de l'anti-héros comme je disais. Et si tu regardes, tu vois, d'un point de vue design déjà, je trouve qu'il a cette notion de samouraï ultime, tu vois. Il est balafré, le nombre de ses armes, parce qu'on n'a pas précisé, mais c'est quand même un personnage qui a une 20aine d'armes à peu près, donc le samouraï cheaté en même temps. Son kimono, il est très yin, très yang, donc t'as vraiment toute cette imagerie qui, je trouve, est vraiment bien faite. Et ça m'a amené à pousser un petit peu mon raisonnement, genre, alors si c'est le samouraï ultime, la vision du samouraï ultime que j'ai le plus, est-ce que ça correspond au samouraï le plus fort de tous les mangas? Ouais, je me fais des tops à la con dans ma tête. C'est qui le samouraï le plus fort? Est-ce que c'est l'éléphant ou le rhinocéros? Exactement. Et malheureusement, le crocolion. Et malheureusement, je me suis rendu compte que Manji, c'est sûrement le samouraï le plus nul de tous les samouraïs que je connais, parce que quand je vois les différents combats qu'il mène, à la manière de ce que je disais tout à l'heure avec Ban, mais en fait il s'en prend plein la gueule. Je le trouve pas spécialement bon. Ce qu'il fait, c'est qu'il se prend des coups, il se prend des coups, il se prend des coups, et il finit par en mettre un petit coup vicieux à la fin qui est un peu en mode genre il n'y a pas de règles dans le combat, c'est comme ça. Ouais, mais t'es content quand il arrive? Ah mais bien sûr, moi je suis hyper content, mais ça m'a fait rigoler que en fait il survit et il gagne ses combats juste grâce à son immortalité, parce qu'il est cheaté. Et il y a beaucoup de fois en fait où je trouvais ses adversaires même plus forts que lui en fait, mais juste il est immortel et il sait parfaitement se servir de ce pouvoir d'immortalité. Et j'aime beaucoup cette idée de c'est le samouraï le plus iconique que j'ai en tête, et en même temps c'est sûrement le plus nul. J'entends Julie qui souffre. Elle est devenue toute rouge, elle est là, elle en peut plus, elle est absolument pas. T'es absolument pas d'accord, ou t'es
un peu d'accord ou pas Je suis du tout? un peu d'accord, mais je suis quand même pas d'accord pour certaines choses. Enfin, en fait, non, parce que Manji, déjà, non, ce qui est important, c'est que, par exemple, dans les thèmes, tout à l'heure, on disait pourquoi c'est difficile, etc. C'est qu'il y avait quand même la croix gammée, enfin, la svastika qui était partout, parce qu'en fait, c'est une autre façon d'écrire son nom, Manji. Et donc, c'est vrai que c'était compliqué graphiquement, déjà au départ, je pense. Ah, moi, c'est ce qui m'a attiré. Mais donc, pour revenir à l'histoire du samouraï, en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de Manji et qu'on oublie souvent, c'est qu'il est devenu immortel après avoir fait son grand acte de tuer 100 pourris. Et en fait, une fois, dès le chapitre 1, il dit « Maintenant que j'ai cette saloperie de verre, je suis devenu moins bon au sabre. » Il le sait, il en est parfaitement conscient. Il a moitié flemmard. Et donc, en plus. c'est pour ça aussi que c'est intéressant, parce que tu dis « Mais ok, où on va ?» Parce qu'il va être nul. Et il se fait effectivement tataner la plupart du temps. À tous les combats. Effectivement. Mais moi, c'est ça, je l'aime malgré tous ses défauts. Parce que je trouve qu'il y a cette espèce de nonchalance de Manji qui est complètement qui se réveille que quand il doit combattre. Et tu vois, par exemple, ce qui est important, c'est la façon aussi dont il réagit, comment son binôme fonctionne avec Lin. Et par exemple, l'arc de la prison, donc à partir du tome 14 de la deuxième édition jusqu'au tome 20, ils sont séparés. C'est-à-dire que Manji se retrouve enfermé dans des geôles du gouvernement sous le château du shogun. Et elle ne sait pas où il est. Et pendant un mois, on va expérimenter sur son corps des espèces d'expériences. On va pousser ses limites. De façon horrible, des expériences sur l'immortalité du corps de Manji. On va essayer de transférer son corps. C'est un sujet d'étude. Voilà, et il devient moins qu'un humain. Enfin, c'est vraiment terrible. Et c'est là où on voit la force mentale de Manji qui... Pendant un mois, il se fait découper dans tous les sens, plusieurs fois par jour, etc. Et au bout d'un mois, je suis désolée pour le spoil, Lin et d'autres copains arrivent pour le faire sortir de là, etc. Et il est capable de se battre et de foutre une tannée quand même à des gens qui sont plus forts que lui, plus nombreux que lui. Enfin, en cela, effectivement, il y a une espèce de fantasme du super samouraï qui est assez compliqué à accepter avec lui, parce que au quotidien, en fait, c'est un pauvre gars, quoi. Je viens d'avoir un flash. Adjin. Adjin, vraiment, Adjin. Je suis sûr qu'il s'est inspiré même dans la manière de combattre de Sato. Tu vois, on s'en fout d'être blessé ou autre. Mais oui, Adjin, j'y avais pas pensé. Mais au final, je te trouve pas d'accord avec Cagnard. Je trouve que juste tu nuances ses propos non nuancés. C'est parce que je critique Manji et qu'elle supporte pas. Non, mais ce que j'aime pas trop, c'est de dire ultime, parce que pour moi... C'est ton haleine. Ouais. Pour moi, il est pas ultime, parce qu'il est le premier à admettre qu'il a complètement jeté toutes les valeurs de samouraï à terre. Dire mais c'est de la merde de faire tuer des innocents, tout ça. Est-ce que ce n'est pas ça le samouraï ultime, celui qui a abandonné son maître et compagnie et qui... Je pense que le samouraï ultime pour le coup c'est Habaki. Et ça pose des problèmes, parce que Habaki il va vraiment jusqu'au bout. Tu vois comment sa femme elle termine, tu dis oh mon Dieu. Ils sont dans l'acceptation et l'application pure et dure du code du samouraï, et c'est pas très réjouissant à voir. Est-ce qu'on peut dire un ou deux mots au moment de finir cette émission sur Bakumatsu, la suite de l'habitant de l'infini avec Samura, non pas au dessin, mais au scénario uniquement, à la supervision, exactement. Ouais. Supervision, parce qu'il y a quand même un autre scénariste. Et en fait, justement, c'est intéressant parce que Bakumatsu, donc Manji a une vie tellement longue que ce n'est pas la fin de sa vie, c'est pas la suite de sa vie. C'est-à-dire que le tome 30 se termine, donc le tome 30 de l'habitant de l'infini se termine après l'arc de Bakumatsu. Oui, exactement, parce que Bakumatsu ça commence en 1864, 80 ans après la fin de son combat contre l'école du Hitoryu. Ouais, voilà. Manji, samouraï immortel, mène donc une vie retirée loin du tumulte provoqué par l'ouverture du Japon à l'Occident.
Il va jusqu'en Amérique quand même. Hein. Oui. Et donc c'est le fameux bipartisme à ce moment-là avec les partisans de la Restauration, ceux de l'empereur, etc. Oui. Et donc le Manji se fait rattraper par son passé qui le mène à Kyoto où l'attendent la toute puissante milice du Shinsengumi. Ah là là. Le fameux Shinsengumi. Ouais. Et donc voilà. Il fallait qu'ils en terminent avec Kenshin avant de s'occuper de Manji. Bah ouais. Et donc il se retrouve dans l'ancienne capitale pour une nouvelle Pour lui faire du valse de tourisme, sang. hein, tu parles. Bah écoute, moi j'aime bien les clins d'œil à la série principale. Hein. Il y a les armes, parce qu'il a évidemment récupéré plein d'armes de ses anciens adversaires, et là tu les revois et c'est super sympa. J'aime beaucoup la lance de Makie et puis la hache de Hanotsu, par exemple. Mais j'aime bien aussi que dans les décors, tu as des petits clins d'œil effectivement à la série précédente. Et il y a aussi des grosses carottes, du genre pour l'âne batté que je suis, qui veut absolument connaître les suites des aventures de ce personnage. Par exemple, Manji, dès le tome 30, on sait qu'il lui manque une phalange. Et ça, je ne sais pas si les Français y comprennent. Ça peut être soit un signe de dévotion extrême à un seigneur, par exemple, ou c'est ce qu'on voit dans les films de Yakuza. Ouais, c'est une punition. De faire amende honorable, mais ça peut aussi être un signe d'amour de certaines prostituées se couper le doigt pour ça leur devient trop amant. compliqué. Et en fait, faut laisser un message. moi j'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé avec Lynn, parce qu'elle lui a fait des choses. Et, hein, elle passe comme un fantôme là devant avec tous ses souvenirs qui s'embrouillent dans sa tête, mais elle lui a fait quelque chose malgré tout cette innocence qu'elle porte sur elle. Donc bon, c'est intéressant. Et oui, il y a également tous les clins d'œil. Encore une fois, les personnages historiques qu'on commence à connaître grâce à toutes les séries manga qui parlent de cette surtout période. dans Shinsengumi en plus. Voilà, et puis Ryoma, avant même qu'il ait dit son nom, tu vois, le fait qu'il dise « Oh, t'as des chaussures occidentales, trop bien !» Ça, tu sais que c'est Ryoma, parce que Ryoma, il portait des bottes. Voilà, c'est bête. Et même, oui, effectivement, moi, j'ai été étonnée, hein, dès le tome 2, il y a Akita Soji qui est sur la couverture, donc je dis « Waouh, le gros poisson, dès le tome 2, c'est bizarre !» C'est fou. Mais pour le coup, après, bon, c'est compliqué de reprendre une série. Hein. C'est presque impossible en fait. C'est un autre. C'est en fait, une autre, il faut le regarder avec une certaine bienveillance et s'attacher aux personnages. Et on traite bien tes personnages dans ces cas-là. En tout cas, Manji, étant donné que c'est le seul qui a survécu, on le traite bien. Mais par exemple, ce qui m'a étonné, c'est que par exemple, il y a un personnage qui est Isami Kondo, donc le chef du Shinsengumi, et on dirait qu'il est tout droit sorti de Sido. En fait, il a un chara-design incroyable. Oui, c'est vrai. Et on se dit, est-ce que ça va être une espèce de maxi clin d'œil à toutes les séries de sabres qui sont désormais disponibles chez nous? Et il y en a beaucoup, et des versions de Kondo aussi, il y en a beaucoup. Exact. L'habitant de l'infini, si on nous laisse les micros ouverts, on peut faire encore 2 heures, je pense. Oui. Ah, facile. Très, très voilà, facile. sans aucun problème. On a parlé de quasiment rien, j'ai l'impression. Mais oui, moi je voulais parler encore plus en détail de certains personnages, de la relation entre Lin et Hanotsu, c'est génial. Ils sont antagonistes, mais en fait, il n'y aurait jamais eu de brouille entre leurs familles. Ils pourraient être super potes, quoi. Et pourtant, elle est obligée de le tuer pour respecter sa vengeance et ce qu'elle s'est promis de faire. Et c'est terrible. Mais c'est en ça que c'est intéressant aussi. Cette émission est frustrante car vraiment beaucoup trop courte pour le sujet abordé, mais elle m'a quand même amené une source de joie parce qu'il faut savoir qu'il y a un conflit ancestral qui nous oppose avec Julie depuis des années. Et la conclusion vient d'arriver pendant cette émission, enregistrement à la pluie. Ça fait des années qu'on n'est pas d'accord sur le style du manga, où moi je lui dis que c'est un manga fantastique et que Julie me dit non, c'est pas fantastique. Là tu l'as dit, c'est enregistré, c'est fini. On peut enfin dire que l'habitant de l'infini, c'est un manga fantastique. Non, putain, mais il y a des éléments fantastiques. Mais c'est vas-y, historique. tu peux continuer si tu veux. Tu as dit que c'était historique. J'ai gagné, c'est bon, tu l'as dit. Je crois que c'est son assurance qui est historique. Oui, maintenant. c'est ça. En tout cas, en conclusion, tout ce que je peux conseiller, c'est de commencer cette série. Elle est vraiment géniale. De pas forcément s'arrêter aux 5 premiers tomes. Je trouve qu'ils sont quelque part représentatifs, mais pas assez de la puissance qu'a le manga après. Donc vraiment, précipitez-vous et surtout, essayez d'aller voir l'exposition parce que ça, c'est vraiment le genre de choses qui va arriver qu'une seule fois dans notre vie, je pense.
pense. De voir des originaux de Samura, je pense que... Mais enfin, moi, pas que Samura, hein, mais... J'ai trop hâte. J'aimerais qu'on soit déjà anglais. Il va falloir attendre du 21-25. Vous avez toutes les infos dans le supplément qui est juste avant. Merci d'avoir écouté cette émission. Est-ce qu'il faut relire aujourd'hui L'Habitant de l'Infini ? Vous avez votre réponse normalement si vous avez écouté cette dernière heure. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ciao. Salut. Merci. Salut.